La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Our first will never be forgotten. First. From our first love, to our first kicks, to that first game we could not miss. To be first in line, to show our pride, to take that first big risk. From that first practice to our first minutes, we remember who was first, who inspired us. And when he showed us this, we're the first ones in and the last ones out. We stayed loyal in a sea of doubt. From our first baskets to that first big win to the first time in history, we're in. From the first finals north of the border to the first time we inspired a nation of nations and became the first home team of over 30 million, all waiting to be first. First to witness a dream, 25 years in the making. This is our first, and it will not be our last. Are the 2019 NBA champions. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Downtown. LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. The teams with start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan, and he knocks down a three. You'd see the games would get a little heated late third quarter as Kyrie Irving slips one in, take five. So we can see their best shots and we can see their best defense. And as Coach Casey said, you don't want to send the wrong message to fans around the world. Westbrook. And you're on Team LeBron. Harden on a step back three that came up short with Durant having a hand right in the face, and then they go. Russell Westbrook was going to win his third straight All-Star Game MVP, and then out of nowhere, AD put on a show. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la radio Off. Vous l'aurez compris pour ceux qui suivent et qui connaissent cette musique de fond sonore. Nous sommes dans Total Africa NBA, Total Africa NBA, ce talk show qui nous permet de faire la part belle à ces joueurs africains, ces joueurs d'origine africaine qui évoluent en NBA, et aussi on n'oublie pas de faire le point sur l'actualité de la Ligue. Alors vous, bien entendu, pour ceux qui suivent l'actualité de la NBA, vous le savez, la période des transferts est donc terminée. Nous nous dirigeons de plein pied vers le All-Star Game qui devrait se dérouler dans quelques jours encore, et on devrait retrouver le match des étoiles avec ces joueurs que nous apprécions tant. Mais on va pas parler de All-Star Game ce soir dans Total Africa NBA. On aura l'occasion de revenir, bien entendu, dessus sur les prochains talk shows. Deux sujets majeurs dans Total Africa NBA. Nous avons, bien entendu, l'actualité des transferts qui s'est terminée, qui s'est clôturée, et on va faire le point sur globalement l'après, on va dire comme ça, l'après trade, puisque on sait quels sont les joueurs, quelles sont les équipes qui se sont renforcées. On va parler des Clippers, on va parler des Timberwolves, on va parler aussi des joueurs africains qui ont bougé, puisqu'il y a des joueurs d'origine africaine, des joueurs africains qui ont bougé, qui ont changé d'équipe. Il n'y en a pas beaucoup, mais on va quand même parler de ces mouvements autour de la NBA. Et on va dans la deuxième partie, c'est la deuxième
La deuxième étape de ce talk show, ce sera plutôt la première étape puisqu'on va commencer par là. C'est le dossier Joel Embiid avec les Sixers de Philadelphie, le Camerounais, qui traverse une période très très difficile, très très compliquée, autant sur le plan, enfin à tous les niveaux. Au niveau de la santé, ça va pas. Au niveau de l'effectif, ça ne va pas. Au niveau du coaching, ça ne va pas. Au niveau du mental, ça ne va pas. Ça ne va nulle part. Joel Embiid, ça ne va absolument pas du tout. Et on va se poser sur le chevet du Camerounais et on va bien entendu analyser un petit peu les tenants et les aboutissants de cette situation et voir comment est-ce que les choses peuvent évoluer. On n'oublie pas Pascal Siakam. On n'oublie pas Pascal Siakam qui lui est plutôt dans une autre vibe, une vibe positive avec une équipe qui continue de gagner, 14e victoire de suite si ma mémoire est bonne et bien entendu on va faire le point sur tout ça. Je vais bien entendu vous présenter les panélistes qui sont présents sur le parquet. On a Missy depuis la région parisienne qui est avec nous depuis Paris, qui est avec nous. Missy, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, on est là encore une fois de plus. Ce soir, moi je suis en direct là avec mes Celtics. Ah oui, on n'oublie pas les matchs en cours. Les matchs en cours. Les Celtics qui sont coude à coude avec OKC, qui joue plutôt un très bon basket. Voilà quoi, Jason Tatum qu'on voit bon, et puis il y a Shai Gilgeous-Alexander aussi qui fait son match. Bref, deux équipes. Les Celtics étaient un peu plus attendus. On prédisait une saison beaucoup plus compliquée à OKC, mais ils sont bel et bien là. Et pourquoi pas les voir en play-off. Voilà. Allez, mais sans plus tarder, on enchaîne avec les débats chauds. On commence par, on va faire le point sur, on commence par le dossier Joel Embiid avec le débat sur Joel Embiid. Ensuite, on fait le point sur Pascal Siakam et les Raptors. Ensuite, on parlera des joueurs qui ont bougé et voir un peu comment ils vont évoluer pour les semaines à venir. Il y a Gorgui Dieng du côté des Grizzlies qui a bougé, le Sénégalais qui se retrouve à Memphis, et on va parler aussi de l'ajout du Suisse. Il a 3 nationalités celui-là. J'ai jamais pu retenir concrètement. Clint Capela, c'est quoi ces 3 nationalités déjà? C'est Suisse, Angola et quoi là déjà? Voilà, Clint Capela qui rejoint les Hawks d'Atlanta. Suisse, Congo et Angola. Voilà, j'ai trouvé. Suisse, Congo et Angola. Voilà, le Suisse Congo angolais Clint Capela qui rejoint les Hawks d'Atlanta. On va un peu regarder comment les choses vont évoluer aussi pour lui dans Total Africa NBA et puis voilà. Et puis on enchaînera dans la deuxième partie de ce talk show. On fera le point sur nos sensations par rapport à cette nouvelle énergie qui se trouve dans ces nouvelles, enfin dans ces équipes. La nouvelle énergie des Timberwolves, les Timberwolves qui ont quand même battu les Clippers sans D'Angelo sur le parquet. On sent qu'il y a un vent nouveau qui circule du côté des Timberwolves. On va un peu analyser ça. Un vent nouveau aussi aux Warriors, avec l'ajout de Andrew Wiggins qui nous a servi un match plutôt propre. On va regarder tout ça et on n'oublie pas aussi le retour programmé de Stephen Curry. Ce sera pour la période de mars. On va un peu analyser ça et voir si il est plus complémentaire avec Andrew qu'avec D'Angelo Russell. Ça, c'est dans quelques instants. Restez bien connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And I'm getting better year by year.
compris, il n'y a pas de Twitter NBA Show, tout simplement parce qu'on a beaucoup de choses à partager sur le parquet. On commence bien entendu avec le dossier Joel Embiid. Qu'est-ce qui ne va pas chez le Camerounais? Comment est-ce que Joel Embiid peut retrouver le plaisir, hein, puisqu'on parle, ça va même très loin, hein, le Camerounais, le pivot qui a même perdu le plaisir du jeu. J'en avais déjà parlé moi-même dans un podcast il y a cette semaine, c'était il y a 2 jours, où je partageais avec vous mon analyse sur mon sentiment sur pourquoi est-ce que Joel Embiid a perdu le plaisir de jouer et comment est-ce qu'il pourrait le retrouver. On va en reparler, bien entendu. On va écouter Missy. Alors revenons sur la situation des Sixers, Missy. Globalement, les Sixers, on revient sur le standing de cette équipe. Les Sixers de Philadelphie qui sont au niveau de la conférence Est sont classés 5e. Ils continuent de descendre dans le classement, 32 victoires pour 21 défaites. Au-dessus, c'est le Heat de Miami, 4e de la conférence Est, 34 victoires pour 17 défaites. Les Celtics de Boston qui jouent actuellement, Mission reviendra sur les matchs en cours, je vais rappeler les matchs, 36 victoires pour 15 défaites. Les Raptors de Toronto, 2e, 14 victoires de suite pour les Raptors qui semblent invincibles en ce moment. Et les Bucks qui sont premiers, 45 victoires et 7 défaites. En dessous des Sixers, ce sont les Pacers avec 31 victoires pour 22 défaites. L'écart entre les Sixers et les Pacers est assez faible. Je pense véritablement que le pire des cas nous pousserait à voir les Sixers à la 6e place, et s'ils ne sont pas vigilants, ils pourraient se faire bousculer par les Nets à la 7e place qui sont à 23 victoires pour 28 défaites. Alors Missy, revenons sur ce match. Ce match, c'est ce match qui a commencé à dresser les cheveux des panélistes sur le parquet de la radio, même si bien avant on commençait déjà à se poser la question. On posait déjà la question de savoir est-ce qu'on n'est pas inquiet pour Joel Embiid et les Sixers de Philadelphie. C'était ce match du 6 février, mais ici c'était face aux Bucks de Milwaukee. Ce match où Giannis a carrément marché comme le dieu grec qu'il est sur les humains Sixers de Philadelphie. 36 points, 20 rebonds, 6 passes décisives. 11 points, 14 rebonds, 9 passes pour Ben Simmons qui était le meilleur joueur du match sur cette rencontre. Mais c'est la statistique de Joel Embiid qui m'a personnellement horrifié. J'ai carrément pété une durée sur les réseaux sociaux quand j'ai vu ça. 3 sur 10 à 3 points, 6 sur 26 au tir, 4 sur 7 au lancer franc, 19 points, 11 rebonds, 6 passes et moins 3 en plus-minus. On n'avait pas vu Joel Embiid jouer aussi mal depuis son match à 0 points. Il nous avait promis qu'on ne le reverrait plus avec une statistique à 0 points, mais force est de constater que même si il finit ce match à 19 points, globalement c'est un très mauvais match sur le plan individuel et aussi sur le plan collectif, puisque les Bucks se sont fait marcher dessus par les Sixers de Philadelphie. Il y a d'autres matchs sur la suite sur lesquels on reviendra, mais on va bien entendu attaquer globalement notre sentiment par rapport à Jojo. Je m'étais déjà exprimé sur la situation. J'aurai l'occasion de donner mon avis, de revenir sur ce que j'avais déjà dit. On va plutôt écouter Missy. On va prendre la température du côté de Paris. Missy, comment est-ce que tu réagis à la semaine compliquée du Camerounais et des Sixers? Déjà, il faut dire que les Sixers sont une équipe à double visage. Le double visage, c'est lequel? Le double visage des Sixers vient du fait que cette équipe des Sixers, elle est très bonne à domicile, elle n'a perdu que 2 matchs, mais c'est une équipe qui voyage extrêmement mal. Comment vous expliquez qu'une équipe qui a perdu 2 matchs à domicile ait perdu autant de matchs à l'extérieur? C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Il y a plusieurs choses à questionner. Il manque dans cette équipe l'aboyeur, le leader vocal. Et ce leader-là, ça ne peut pas être Joel Embiid. Ça n'a jamais été Ben Simmons. Al Horford est arrivé cette année. Il ne prend pas ce leadership.
celui qui pouvait un peu prendre ce rôle-là, c'est Jimmy Butler. Mais Jimmy Butler, il est parti à Miami. Maintenant, dans une équipe, quand dans une équipe tout va bien, c'est chaque coéquipier doit être au soutien de son coéquipier. Les Raptors, on leur prédisait l'enfer après le départ de Kawhi Leonard. Sauf que Kawhi Leonard parti, ils se sont réorganisés en se disant, on va faire apparaître des joueurs que personne ne voit. Le travail qui paye, c'est celui d'utilisation de chacun. C'est aussi le fait de se dire, chaque personne qui entre en jeu sur le terrain doit apporter. Chez les Sixers, cet état d'esprit, c'est clairement un état d'esprit qui manque avec un coach qui est dépassé. Le processus, c'est fini. Joel Embiid ne peut pas être un processus. Et là, pourquoi on est autant attristé quand on voit Joel Embiid? C'est statistiquement parlant. Joel Embiid a 4 points de moins par rapport à la saison dernière. Autant en rebond. Joel Embiid, c'est la statistique. Quand la statistique ne parle pas pour vous, j'explique bien, quand on prend un joueur comme Kevin Durant, on l'aime beaucoup parce que depuis sa saison de rookie, il n'a jamais eu des stats inférieures à sa saison de rookie. C'est ce qu'on souhaite pour Joel Embiid. Et quand on voit ce match face à Milwaukee, où Giannis a littéralement marché sur eux, on se dit, il peut pas y avoir un tel écart et un tel décalage entre Embiid et Giannis, pas parce qu'on est chauvin ou camerounais ou tout ce que vous voulez, parce qu'on dit réellement que Joel Embiid a le talent. Ce qu'on a dit concernant Joel Embiid, qui a dit, moi je veux prendre les tirs à 3 points, moi je veux jouer ci, moi je veux jouer ça. Il faudrait surtout qu'un coach soit là pour dire à Embiid, tu es capable de ça, tu as des forces, tu as du talent pour faire ça, fais ça. Alors il faut utiliser son talent. On n'a pas l'impression de voir actuellement que Joel Embiid utilise son talent. Et puis l'association avec Al Horford ne marche pas du tout. Vous avez un pivot dominant, mettez-le dans les conditions pour que à chaque fois il postérise les gens, les paniers tombent dedans. Alors, j'ai envie que tu réagis un peu à ce que Joel Embiid a déclaré cette semaine concernant selon lui ce qui serait la problématique des Sixers de Philadelphie. Joel Embiid qui dit que les Sixers n'ont pas d'identité offensive. Il avait déclaré, ça c'était le 6 février, que son équipe manque de spacing, qu'il n'y a pas d'identité offensive. Je suis en train de cliquer sur l'article pour te donner parce que là j'ai lu. Joel Embiid il dit parfois vous ne savez pas. Tu m'entends, Missy? Allô? Oui. Alors, il dit, parfois, vous ne savez pas à quoi vous attendre. Je ne sais pas si je vais rentrer dans le match et si je vais recevoir le ballon. Je suis obligé de passer du temps derrière la ligne à 3 points, juste histoire qu'il y ait un peu de spacing. Tout le monde dit, joue au poste, mais si vous comprenez quelque chose au basket, vous savez qu'il faut trouver cet équilibre. Le plus important, c'est l'équipe. Et aider mes coéquipiers, ça signifie rester derrière la ligne à 3 points, alors je dois le faire. Mais dans le même temps, je dois aussi maximiser ce que je fais de mieux. Et il y a aussi un autre aspect négatif. Chaque équipe fait des prises à 2 sur moi à chaque match. C'est dur, mais il faut trouver cet équilibre et continuer. Alors Missy, moi quand je lis cette réaction, moi j'ai envie de lui poser la question à Joel Embiid, mais comment est-ce que tu n'arrives pas à équilibrer? Pourquoi est-ce que tu ne joues pas sur tes capacités naturelles en jouant à l'intérieur et en utilisant le fait de te poster à l'extérieur uniquement pour tromper ton adversaire? Mais ce n'est pas là que tu dois passer ton temps. Ce n'est pas là que tu dois passer ton temps. Tout le monde te dit joue au poste parce que c'est ton poste naturel. C'est là que tu dois dominer.
Embiid parle de prise à deux, mais c'est normal qu'on fasse des prises à deux sur toi. Tu es un joueur dominant, donc sois plus intelligent dans ton déplacement. Impose-toi. Moi, je comprends pas cette déclaration. Et Missy, je vais te dire le fond de ma pensée. Je trouve que c'est grave. Je trouve que c'est extrêmement grave d'entendre un pivot de cette envergure s'exprimer comme ça en disant « Vous ne savez pas à quoi vous attendre dans un match. Je ne sais pas quand je vais recevoir le ballon. » C'est absolument catastrophique. Moi, je le dis comme je le sens, hein, Missy. Comment tu réagis? Maintenant, je veux juste dire à Joël Embiid que l'année dernière, il tournait à près de 27 points par match sur la saison dernière. Penses-tu qu'il n'y avait pas les prises à deux sur lui? Il y avait beaucoup plus de prises à deux sur lui. Quelqu'un qui est aussi dominant. Seule chose qui se passait, c'est que il y allait sur les gens et il les postait systématiquement. Quand vous veniez sur lui, c'est soit ça tombait dans le panier, soit il vous faisait cadeau de la faute. Ça veut dire qu'il allait sur la ligne et il marquait ses points sur lancer franc. Maintenant, Joël Embiid, il peut pas dire ça parce que il dit beaucoup que il aimerait ressembler à Kevin Durant et autres. Mais les Kevin Durant, quand vous voulez le poster, on l'a vu Kevin Durant. Quand Kevin Durant fait prise à deux sur lui, lui vous apporte les réponses. Faites prise à deux sur Kevin Durant, les tirs, il va les prendre sur votre tête. Quand ils jouent contre Utah et qu'ils ont un peu de problème, les Warriors, par rapport à Utah, Kevin Durant, que Gobert est dans la raquette, Kevin Durant, qu'est-ce qu'il fait? Il se recule un peu. Les tirs, il les prend un peu plus loin. Il les met dedans. Parce qu'il ne doute pas de sa capacité à mettre un titre. C'est maintenant qu'on veut voir le vrai Joël Embiid, pendant que l'adversité est là. L'adversité va être encore plus forte sur lui. Il a dit aux gens, je suis capable d'être très bon, je suis capable de très bien jouer. Eh ben, les gens, ils vont pas le lâcher. Quand vous avez quelqu'un comme ça, il va pas croire qu'on va le lâcher. Oui, tu enchaînes, mais si je voulais que tu réagisses aussi sur un aspect de son jeu cette semaine. Il y a un mot qui colle à la peau de Joel Embiid depuis 14 jours au moins. C'est le mot en anglais soft. Tout le monde, tous les spécialistes s'accordent pour dire que Joel Embiid est devenu soft. Et je reviens sur les analyses du Shaq. Shaq analysait le match de Joel Embiid face à Giannis. On le voit vraiment s'esquiver maintenant pour le laisser aller au panier. Et je reviens encore sur le dernier match gagné à domicile face aux Grizzlies de Memphis. Tu l'as dit, Missy, les Sixers gagnent à domicile, c'est vrai, mais Joel Embiid est méconnaissable. Je reviens sur cette action qu'il y a devant mes yeux là, où l'on voit Ja Morant en pénétration dunker à deux mains sur la tête de Joel Embiid, et on voit le Camerounais s'écarter tout simplement. Il s'écarte et il le laisse dunker. Il laisse le rookie Ja Morant dunker sur sa tête. Alors, Missy, moi j'ai envie de te poser la question parce que j'ai l'impression que cette affaire de soft, c'est softness de la part de Joel Embiid, j'ai l'impression que c'est lié aussi à sa blessure, parce que depuis qu'il est blessé au doigt, Joel Embiid évite le contact. Il évite beaucoup de contacts. Et je me pose la question de savoir, est-ce que ce ne serait pas lié à sa blessure? Est-ce que au niveau de son mental, il ne se dit pas, bon, pour éviter d'aggraver les choses, je vais éviter le contact, et lorsqu'on va pénétrer sur moi, je vais m'écarter. Lorsque je serai à 3 points, je vais attendre à 3 points, et puis au moins là, je vais pas encaisser les coups. Comment est-ce que tu réagis à ça? Qu'est-ce que tu en penses? Il évite le contact parce qu'on sait qu'avec la NBA, quand vous avez une blessure, vous n'êtes jamais totalement guéri. Parce que le temps de guérison qui est indiqué, c'est un temps de guérison à partir duquel on estime que vous avez une mobilité pour jouer. Mais êtes-vous totalement guéri? Ça, c'est une autre affaire qui est beaucoup plus longue. Regardez la main de Steph Curry, on a dit, bon ça va prendre un peu de temps pour qu'il revienne. On s'est aperçu que la main est vraiment cassée.
et qu'il faut le temps que les eaux reviennent, que les choses reviennent. C'est pas pour tout de suite. Il n'a pas joué dans la foulée. Kevin Durant, on l'a vu. Si vous mettez Kevin Durant sur un terrain aujourd'hui, il jouerait très bien. Mais est-ce que sur la durée, ce serait bon? C'est tout le problème de la blessure. Quand vous êtes blessé comme ça, lui, il a un long historique de blessures. Joel Embiid, je crois surtout que le problème avec les Sixers, c'est que la sérénité ne règne pas. La sérénité ne règne absolument pas. Quand vous êtes dans une équipe où la sérénité ne règne pas, où les alchimies sont pas là, Harris, il n'y a pas l'alchimie avec Embiid. Ben Simmons, c'est un meneur, mais il joue, il fait ses stats. Moi, j'ai vu récemment un match où Joel Embiid n'a touché aucun ballon dans le 4e temps. Je me dis, où est Brett Brown? Ouais. Plutôt que de dire Brett Brown, quand on l'entend, je plaide coupable. Oui, mais c'est pas le tout. Tu plaides coupable. C'est quelle est ton action pour que Joel Embiid il puisse toucher des ballons? Ça s'est passé pareil chez les Pelicans avec Zion Williamson. Le coach il dit il faut le trouver. Vous avez un joueur dominant qui voit pas le ballon dans le 4e quart-temps et qu'un match se termine sur votre défaite par un score serré. Il y a un problème. Il y a un problème dans cette équipe des Sixers. Moi, je suis partisan, je le dis honnêtement, je suis partisan de tourner la page Brett Brown. Oui. Perso, je suis partisan pour que les Sixers essayent autre chose. Il faut un coach qui apporte une nouvelle énergie, c'est ce que tu veux dire? Une nouvelle énergie, et puis on sait toujours quand on essaye autre chose en cours de saison, comment ça se termine, il n'est pas encore trop tard. Les décisions doivent être prises rapidement, d'autant plus que le renforcement des Sixers, on l'a vu, mais c'est pas vraiment là. Donc, d'après moi, avec les Alec Burks et Glenn Robinson, c'est pas vraiment là qu'ils ont des problèmes. Les Sixers ont un double problème. C'est un problème offensif, mais toutes les équipes qui ont un problème offensif, elles ont quoi également? Elles ont un problème défensif. Les équipes qui attaquent le mieux, comme les Raptors et d'autres, les Bucks, ce sont aussi les équipes qui défendent le mieux. Et la statistique le dit. L'un ne va pas sans l'autre. Les équipes qui sont sur les deux côtés du terrain, eh ben, c'est elles qui gagnent les matchs. Et c'est elles qui limitent les adversaires. C'est tout le problème de ça. Vous devez limiter votre adversaire et l'empêcher de jouer. Or, les Sixers ne savent pas faire. Ils sont à la merci pour se faire sweeper par les Miami. Miami, qui, on le sait, n'est pas forcément la meilleure équipe défensive. Mais on ne comprend pas comment à chaque fois les Sixers viennent buter sur cette équipe. Mais c'est parce que les Sixers eux-mêmes n'ont pas d'état d'âme. Je crois que la différence, on peut le dire, Missy, c'est que le Heat, ils assument leur culture défensive, ce qui n'est pas le cas des Sixers. Ils assument rien du tout. Le Heat, au moins, ils assument le fait que défensivement parlant, regarde, ils ont pris André Iguodala, contrat de 2 ans, avec team option. Ils assument ce côté-là, ils assument cette culture-là. On va défendre. On va défendre ce que les Sixers n'assument pas. Ils ont constitué une équipe qui, défensivement parlant, ici, sur le plan de l'intérieur, devait être dominante à l'intérieur, défensivement parlant. Sur le plan de l'attaque au shoot, ils ont tradé leur meilleur shooter. Donc, au niveau du shoot, ils devaient pas s'attendre à être performants au niveau du shoot. Ils ont pas assumé le fait que, défensivement parlant, ils devaient s'imposer. Moi, c'est un peu ce que je vois. Vas-y, Missy, vas-y. Une chose juste qui est bonne à dire, là je suis en train de regarder les Celtics, 101, 109. Quand viennent des moments chauds, on voit réapparaître que quelqu'un qui s'appelle Kemba Walker, parce que il a la confiance de ses coéquipiers. Là où lui, il va peut-être pas défendre sur une possession,
ses coéquipiers vont s'arracher défensivement pendant que lui, il est en train de mettre les tirs à 3 points. C'est comme ça que ça marche dans une équipe. On va le trouver, les coéquipiers sont là pour le servir. Quand vient, les Sixers ont perdu beaucoup de matchs à cause de ça. Quand vient un Money Time, on doit identifier que les meilleurs joueurs, on doit faire tout et tout pour les mettre en condition de jeu. Quand le basket, c'est une chorégraphie. C'est une chorégraphie, c'est comme la danse, le basket. Vous devez réciter une chorégraphie et prendre les tirs dans un fauteuil. Et surtout en saison régulière, vous pouvez. Parce que quand on s'en va en play-off, les défenses se resserrent. Si vous prenez les tirs dans un fauteuil en play-off, c'est qu'il y a une anomalie. Mais en saison régulière, vous pouvez plus le faire. Là, on vient de voir Kemba Walker, il vient de faire un back-to-back à 3. Un back-to-back à 3, ça fait 6 points. L'écart s'est creusé à 109 contre 101. Nous sommes à moins de 2 minutes maintenant de la fin. Nous sommes dans les 2 dernières minutes de la fin du match. C'est peut-être un écart définitif qui a été pris juste sur le simple fait qu'il a pu faire ça. Mais défensivement, ses coéquipiers assurent aussi ses arrières. Vous devez être décisif. Or, cette équipe des Sixers, elle est brouillonne. Elle ne sait pas être décisive parce que entre coéquipiers, on ne se fait pas confiance. Pour se faire les passes, il faut faire les décalages pour trouver les joueurs. On commence à balancer des tirs à 3 points, à gauche, à droite. En Bible qui explique que moi, je vais être un peu Kevin Durant, je vais être un peu Kobe Bryant. Mais Kevin Durant, il vit quoi, ça Kevin devient déjà n'importe quoi, tout ça. C'est déjà du n'importe quoi. La preuve, c'est ça. Hein. Alors, Missy, attaquons maintenant les solutions. Attaquons les solutions. Vas-y. Juste dernière chose, pour dire aux 3 quarts des gens que ces 2 joueurs, un peu Kevin Durant, un peu Kobe Bryant, c'est des joueurs qui ont vécu du tir à 2 points, le mid-jump, le tir à 2 points à mi-distance. Ça, c'est des choses qu'il faut envisager. Voilà Chris Paul qu'on voit. Chris Paul a toujours vécu de ça. Allez, donc on attaque les solutions, Missy. Les solutions. Alors, les Sixers qui ont commencé à mettre en place un début de solution avec l'arrivée des nouveaux joueurs que l'on connaît bien, Alec Burke, Glenn Robinson III. Alors Alec Burke, j'en avais déjà parlé, j'ai un peu parlé de son profil. Alec Burke qui a joué plusieurs matchs avec les Warriors, c'est un joueur capable de shooter à 3 points, c'est un joueur capable de pénétrer, c'est un joueur qui a une très très bonne, en tout cas il shoot bien à 3 points. En tout cas, il est au niveau de l'adresse, au niveau du pourcentage, il est placé 2e meilleur shooter à 3 points. En tout cas sur le papier dans l'effectif des Sixers avec 37,2%, donc il est juste derrière Furkan Korkmaz. C'est un bon shooter, c'est quelqu'un qui peut pénétrer, mais c'est pas véritablement c'est pas Jim Butler, Alec Burke, c'est pas Jim Butler. Glenn Robinson III, c'est un joueur qui a aussi des qualités. Maintenant, il y a des solutions, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, il y en a qui militent pour trader, il faut le dire, l'un des deux, Joel Embiid ou Ben Simmons. Je ne pense pas sur le plan personnel que c'est la solution. Et puis il y en a d'autres qui militent pour le départ de Brett Brown pour rajouter une nouvelle énergie aux Sixers de Philadelphie. Moi, je penche plus pour cette option. Moi, je suis vraiment pour l'idée de se séparer de Brett Brown et de relancer un petit peu la machine pour rajouter quelque chose de nouveau. J'ai aussi l'impression qu'il y a une déconnexion entre Joel Embiid et son coach. Je sais pas si pour toi, mais moi j'ai véritablement cette sensation. Il y a une déconnexion entre Joel Embiid et son coach. Il faut vraiment pour rétablir la machine, il faudrait que Elton Brown discute avec Brett Brown les yeux dans les yeux et lui dise écoute, je crois qu'il faut que on passe à autre chose et puis tu as fait ce que tu as pu faire et puis on passe à autre chose. Missy, quelle est ta solution à toi? Moi, je milite pour le départ de Brett Brown. Et toi? Tu milites pour quoi? Je milite pour un départ de Brett Brown. Je le dis d'autant plus aujourd'hui que c'est pas nouveau.
Je suis pas en train de me dire que c'est pas nouveau ce que je dis là. Je le disais déjà depuis le début de saison. On a vu arriver cette saison. On s'est dit qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer de plus. C'est quand même une équipe dont on parle, une équipe qui était quand même sur le point quand même d'aller plus loin, de disputer même une finale NBA. S'ils avaient passé les Raptors, ils auraient pu être peut-être mieux face aux Bucks. On ne sait pas, on peut réécrire l'histoire, mais se sont trouvés en position d'aller loin. Et quand vous vous trouvez dans cette position, vous ne pouvez pas démarrer une saison moins bien que la précédente. Leur problème est là maintenant, quant à ce qu'il y a des solutions, tout est à revoir. C'est l'état d'esprit. Les joueurs aussi, ils ont leur part de responsabilité, sont régnants à tenir en se disant, dans ces situations, qu'est-ce qu'on fait? On les voit parfois trop vite abandonner. Avant, quand on voyait les Sixers démarrer un match, on se disait, il y a de bonnes chances qu'on gagne. Mais aujourd'hui, quand vous voyez certains adversaires des Sixers, vous vous dites, en fait, s'il y a un match Miami contre les Sixers, je prends pas de pari que les Sixers gagnent. Ouais. En tout cas, voilà pour ce qui est du cas des Sixers et de Joel Embiid, le Camerounais. On enchaîne ici, on va être plus positif maintenant. On va parler de Pascal Siakam qui lui, pour lui est en pleine, en tout cas pour lui ça se passe plutôt bien et même très très bien. 14e victoire de suite. On enchaîne, on passe juste un petit jingle. Restez bien connectés, à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. On attaque avec la suite de ce talk show, toujours avec Missy depuis Paris et Oncle Phil Basket sur le parquet de la radio off du côté de Douala. On enchaîne au Cameroun, on enchaîne donc avec ce dossier avec Pascal Siakam, le Camerounais, le All-Star. Pascal Siakam désormais All-Star, il faut lui rajouter cette nouvelle corde à son arc. Pascal Siakam, le All-Star qui, contrairement à ce qui se passe du côté des Sixers, le Camerounais Pascal Siakam, lui, ça se passe plutôt bien pour lui. Les Raptors qui enchaînent les victoires, les Raptors qui sont deuxième de la conférence Est avec, je le disais, 39 victoires pour 14 défaites. Pascal Siakam qui tourne à 23 points par match. Pascal Siakam qui garde la forme, mais alors moi je vais vous dire, je vous le dis tout de go, il n'est pas extraordinaire Pascal Siakam, mais il faut le dire, il est dans un collectif particulièrement impressionnant avec un coach Nick Nurse. Alors si les Sixers avaient un coach comme Nick Nurse, on va laisser les Sixers, hein, sinon on va revenir sur eux. Nick Nurse qui est coach au All-Star Game ici, n'est-ce pas? Il est coach au All-Star Game. Nick Nurse. Il me semble, hein. Il me semble qu'il est coach au All-Star Game. On va vérifier ça. Nick Nurse, il devrait être coach au All-Star Game. Nick Nurse qui mène donc une équipe avec un Pascal Siakam meilleur scoreur, un Kyle Lowry meilleur passeur et un Serge Ibaka meilleur avec le meilleur pourcentage au tir, 52% au tir pour Serge Ibaka. C'est extraordinaire pour cette équipe des Raptors. Ce qu'il y a cela de particulier ils arrivent à bien colmater les brèches, hein. C'est-à-dire que quand vous avez un ou deux joueurs qui sont blessés, ils ont une dynamique qui ne change pas. Regardez, Norman Powell n'est pas forcément là à tous les matchs.
D'ailleurs, il est blessé en ce moment, il me semble. Et les Raptors continuent de gagner. Kyle Lowry, parfois, lui aussi, est souvent écarté pour blessure. Mais il continue de gagner. Hein, les Raptors qui ont une alchimie qui donne envie. Hein, il faut le dire, hein, l'alchimie des Raptors donne envie. Et bon, il n'y a pas de hasard, hein, Missy. Quand on a été champion NBA, ce n'est pas pour rien. Les Raptors qui ont une véritable identité avec un Pascal Siakam qui n'a pas besoin de forcer véritablement son talent, même si on l'a vu assez maladroit, même si on l'a vu parfois forcer quelques tirs. Pascal Siakam, il nous a pas encore sorti un match à 40 points, mais les Raptors n'en ont pas forcément besoin. Une équipe qui tourne plutôt bien, 14e victoire de suite. Ils vont chercher leur 15e victoire d'ici quelques heures. Missy. On avait beaucoup de mal il y a quelques années de ça avec l'association Kyle Lowry de Mar de Rosanne. Et finalement, le duo a été séparé. On a retrouvé, on redécouvre finalement un Kyle Lowry qui est un très bon joueur. Mais quand vous êtes dans un... meilleur passeur de l'histoire, je crois, maintenant. Hein. Kyle Lowry, je crois qu'il est le meilleur passeur de l'histoire des Raptors, maintenant. Donc, c'est du lourd. Quand vous êtes dans un système où tout tourne, ça veut dire que les Raptors ont une bonne gestion depuis le début de leurs blessés. Ils ont une bonne gestion parce qu'ils ont aussi toutes ces petites mains qui sont là, dont ça ne se voit pas forcément. Chris Boucher, Terrence Davis. Missy, écoute, je te donne les stats au niveau des absences de cette équipe. Hein. Pascal Siakam a manqué 11 matchs cette saison. Kyle Lowry, 12 matchs. Marc Gasol, 18 matchs. Fred VanVleet, 10 matchs. Serge Ibaka, 10 matchs. Norman Powell a manqué 15 matchs. Ils sont à 39 victoires pour 14 défaites. 3e meilleur record de la NBA. Les Raptors c'est une machine qui roule. Hein, il faut le dire. Hein, c'est une machine qui roule. C'est une machine qui roule absolument. C'est un champion en titre qui s'est dit Kawhi Leonard, il a été champion avec nous, il est parti. C'est une manière de se réinventer. À tout moment, vous devez vous réinventer tous les soirs. Si vous n'êtes pas capable de vous réinventer, vous perdez des matchs. Et cette équipe-là, elle a cette chose en plus, c'est qu'elle sait se réinventer. On regarde même le dernier match là qu'ils ont joué. Les points sont venus de Fred VanVleet qui lui aussi a manqué des matchs. Powell quand il est là, parce que c'est une dynamique d'équipe. Parce que Serge Ibaka aussi, hein. Extraordinaire Serge Ibaka en ce moment. Serge Ibaka, il se trouve bien dans ce collectif là. Il est en train de se retrouver. On retrouve le Serge des années au Kissi parce que l'équipe est là, parce qu'on lui fait confiance, parce que c'est un vétéran très apprécié des coéquipiers. Aux Raptors, les nouveaux ont à prendre des anciens, et puis l'alchimie prend parce que ils ont un objectif commun. Ils savent, ils ont été champions, donc ils veulent le demeurer. Marc Gasol a dit je reste, Serge Ibaka est bien parti pour rester, Pascal Siakam est aujourd'hui All-Star. Rendez-vous compte, Pascal Siakam est All-Star, ont son propre nom, pas parce que les coachs les sélectionnent, mais parce que le public vote pour lui, parce qu'on voit aussi ses résultats. On voit beaucoup de ses résultats. Et cette franchise, le fait qu'elle soit en ordre de marche, doit beaucoup au front office. Ouais. À quelqu'un qui s'appelle Ujiri Masai, qui a su trouver les bons joueurs. Ujiri Masai qui est devenu officiellement le sauveur des Knicks. James Dolan qui rêve de Ujiri Masai toutes les nuits. Missy. James Dolan y rêve, mais quand vous rêvez de quelqu'un, il faut lui donner les coups des franges. Il faut lui donner les clés. Or, James Dolan est-il prêt aujourd'hui à donner les clés? Certes, Mills a été viré. Mais quand vous virez Mills, est-ce que vous avez totalement les clés? Vous les avez totalement données? Ouais. Il faut les donner, les clés
Ou Jerry Massa, je pense pas qu'il choisira New York. Parce que lui, s'il choisit New York, c'est pour venir faire absolument ce que ne font pas les franchises. Quand Ujiri Massa est drafté Siakam, il l'a pas simplement drafté parce qu'il l'avait vu dans un workout ou autre. Il l'a drafté parce qu'il le suit depuis qu'il a fait Basket Without Borders. Rendez-vous compte, quelqu'un qui vous suit depuis plus de 6 ans, avant de vous dire, je te donne le contrat. Et d'ailleurs, j'ai revu le petit reportage qu'on avait fait sur lui. Il lui a dit, fais bon usage. Et Siakam en a fait.